Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast pour les parents, créé par Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo et autrice du grand guide du sommeil de mon bébé. Pour vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent, nous interviewons ici des experts, des consultants, des professionnels de la petite enfance et des parents pour répondre à toutes vos questions sur la parentalité. Parce que le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons des solutions concrètes, nuancées et bienveillantes pour trouver votre propre chemin de parentalité. Bonne écoute à tous. Bonjour Célia, bienvenue sur Allo fait dodo. Bonjour Aurélie. Célia, c'est comme toujours un plaisir de te recevoir sur le podcast. On a déjà enregistré un épisode ensemble sur l'approche que les nutritionnistes, diététiciens pédiatriques ont vis-à-vis de l'alimentation du jeune enfant et sur certaines questions que les parents se posent. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin sur un sujet un peu spécifique, mais avant ça, est-ce que tu veux simplement, Célia, pour les parents qui n'auraient pas écouté le premier épisode, te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais, depuis combien de temps, et puis ce que tu proposes, et ensuite on va aborder le sujet de notre épisode du jour. Eh bien, très bien, merci beaucoup Aurélie pour votre accueil. Je suis ravie de pouvoir échanger de nouveau avec vous. Et en ce qui concerne une petite présentation, donc je vais faire court. Je suis Célia Bounougas, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans que j'exerce. Et je me suis spécialisée notamment en pédiatrie grâce à ma petite assiette et tous les professionnels qui m'ont entourée depuis. Voilà, c'était un parcours qui a été très enrichissant pour moi. On a pu finalement créer une plateforme d'accompagnement ensemble et c'est ce qui m'a permis jusqu'ici en fait de côtoyer le plus de parents possible. Donc on a pu aborder avec beaucoup de nombreux sujets sur l'accompagnement nutritionnel des enfants et de la périnatalité, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ce qui constitue la principale partie de mon travail. Et oui, donc du coup, ce sont des consultations ou des accompagnements sur plusieurs semaines? Alors ça va dépendre du besoin des parents, bien sûr. Vous avez par exemple des consultations qui vont se faire une fois. Les parents vont se sentir assez autonomes pour pouvoir avancer seuls sans pour autant avoir un accompagnement complet, bien qu'effectivement je pense que toutes les diététiciennes et diététiciens qui nous écouteront aujourd'hui vous diront la même chose que moi, c'est qu'on reste 100% disponible pour nos patients. C'est l'accompagnement et justement le fait de guider les parents qui pour nous est très important. Donc je parle pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup de professionnels. On est toujours là pour vous accompagner. Et effectivement, si on pense qu'un suivi est nécessaire, dans ces cas-là, c'est ce qu'on va mettre en place justement sur une durée déterminée ou non. Ok. Merci Célia. Alors la dernière fois, toutes les deux, on avait parlé du jeu à table. Le jeu, parce qu'en plus c'est quelque chose qui concerne un petit peu tous les moments de la journée de l'enfant, d'une certaine façon. Et donc pourquoi pas à table, mais en même temps on avait quand même posé un certain cadre, on avait expliqué aussi dans quel contexte tout ça pouvait être utile, pertinent pour que les repas se passent bien. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose d'un petit peu différent et quelque chose qui concerne beaucoup le parent directement, en tout cas le point de vue du parent. On va aborder le sujet de la quantité des repas. Est-ce que mon enfant mange trop? Est-ce que mon enfant ne mange pas assez? Alors, c'est vrai que souvent, les enfants, ils vont fonctionner un petit peu par phase, ils vont manger beaucoup, puis après beaucoup moins, mais finalement, certains enfants vont manger souvent beaucoup, et puis d'autres sont plutôt des petits mangeurs, et tout ça peut vraiment questionner les parents.
Et le regard que le parent y porte, des fois sur sa propre assiette peut aussi, agir sur sa façon de regarder l'assiette de son enfant, s'il y en a trop ou pas assez. Et puis les inquiétudes aussi des parents, tout ça, ça se greffe au fait que l'enfant, il mange telle ou telle quantité. Donc c'est un sujet qui est assez complexe et tu avais envie de nous aider à y voir plus clair pour, peut-être avoir les bons réflexes? Et oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est des sujets qui, sont, je pense aussi, à traiter de manière pluridisciplinaire, ou du moins c'est une possibilité parce que comme tu le dis, très bien, il y a beaucoup de psychologie aussi derrière tout ça. Derrière l'alimentation notamment, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est des comportements qu'on a depuis, toujours, des événements qui nous sont, finalement, associés à nos comportements et en fait, c'est ce qui va déterminer un petit peu comment on va, appréhender le temps des repas, au fur et à mesure et tout au long de notre vie, en fait, finalement. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant d'aborder, notamment de ce côté-là. Aujourd'hui, on va peut-être se concentrer aussi sur, l'aspect plus technique effectivement, de l'alimentation avec, justement des questions qui je pense reviennent aussi souvent. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un message d'une maman effectivement qui était inquiète pour le poids de son enfant. Alors déjà, nous, les premières choses qu'on peut citer et conseiller, c'est effectivement de se référer à leur pédiatre. Ça, c'est vraiment impératif. Nous, on est là pour conseiller, on est là pour accompagner, mais avant tout, effectivement, on conseille toujours d'avoir le suivi du spécialiste de l'enfant. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est les questions qui vont revenir? C'est qu'est-ce qui constitue l'alimentation équilibrée de mon enfant? Quels sont les signes en fait, qui vont, par exemple indiquer qu'un enfant, mange peut-être un peu trop ou pas assez? Hem, Est-ce que mon enfant aussi c'est l'inquiétude, est-ce que mon enfant reçoit tous les nutriments dont il a besoin? Est-ce qu'il va être en bonne santé? Et finalement, c'est beaucoup de questions qui vont, provoquer parfois des petites angoisses chez les parents et nous, on est là effectivement pour essayer de dénouer un petit peu tout ça et de les accompagner au mieux. Et oui, et surtout qu'en plus, malgré tout, les enfants aussi, tout petits soient-ils et même quand ils commencent à manger, ils peuvent aussi percevoir, parfois l'anxiété du parent vis-à-vis de l'alimentation et se créer lui-même de l'anxiété. Et donc c'est vrai que si en tant que parent, on peut, avoir pas mal de choses en tête, j'imagine qu'on est plus serein, qu'on arrive plus serein au moment des repas et que du coup l'enfant lui aussi se sent plus serein. Alors bien sûr là, au travers de ma question, je veux pas du tout culpabiliser les parents qui pourraient s'inquiéter au repas de l'enfant. Moi, pour être maman aussi, je sais très bien ce que c'est, mais malgré tout, j'ai la sensation que plus on a d'informations et plus on se sent serein, sereine, et bien plus finalement c'est fluide. Est-ce que toi dans ta pratique, c'est quelque chose que tu constates et est-ce que c'est vers ça que tu orientes les parents? Et oui, évidemment, bien sûr, comme tu le dis, il y a aussi beaucoup, forcément d'angoisses qui peuvent être transmises, mais c'est inconscient. Je pense que tout parent, veut le meilleur pour son enfant et en fait, c'est ça aussi qui crée les inquiétudes, c'est qu'on s'inquiète pour eux, c'est qu'on leur veut du bien et en fait, comme tu dis, le tout, c'est vraiment d'accompagner, de conseiller et de donner les informations qui puissent, en fait, soutenir les parents, leur donner confiance aussi. Parfois, c'est juste des petites questions, on a tellement j'insiste parce que c'est vrai que c'est le retour de beaucoup de parents. On a tellement envie de bien faire, en fait, qu'on finalement qu'on on ne sait pas, on ne sait plus, on se pose beaucoup de questions. Et en fait, c'est vraiment un petit peu le sujet qu'on a abordé dans le podcast précédent toutes les deux. C'est l'écoute. En fait, l'écoute, l'observance, qui va finalement nous, dans notre accompagnement, nous aider nous à aider les parents justement à appréhender au mieux le temps des repas. Alors, de façon vraiment, très concrète, on va dire pratico-pratique, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue, le fait que, un enfant, il va
peut-être un petit peu comme sa courbe de croissance, je veux dire en taille, est-ce qu'il va aussi avoir des périodes où il mange peu, des périodes où il mange beaucoup pour compenser, et puis que ça s'alterne et que c'est complètement normal? Est-ce que c'est vrai ça, ou est-ce qu'il y a de la nuance à apporter? Et oui, bien sûr. Alors comme tu le dis, très bien, il y a forcément, de la nuance. Alors de la nuance, on entend par là, qu'un enfant, dès tout petit, hem, bien sûr à condition qu'il reste du coup dans une courbe de croissance correcte, que la ligne directrice que la courbe ne subisse pas de cassure, hem, en fait un enfant il a une excellente capacité d'autorégulation. En fait, c'est un petit peu ce dont on parle avec les parents. Je suis désolée, je cite beaucoup, finalement les échanges que j'ai, mais c'est tellement intéressant et riche de sens. En fait, on me dit, j'arrive pas, finalement à identifier, à savoir si l'enfant a faim, n'a pas faim. Sauf qu'en fait, la comparaison, souvent que j'amène, c'est aujourd'hui en tant qu'adulte, on a tendance aussi à se rapprocher de nos sensations alimentaires qu'on a parfois oubliées. Alors c'est parfois contraignant, par rapport à notre travail, notre rythme de vie et c'est normal. Par contre, effectivement, avec l'alimentation pleine conscience, on essaye en fait d'amener, justement les parents à se questionner. Heu, Finalement, au fur et à mesure de la vie, on a tendance à oublier un petit peu ses sensations. Tandis qu'un enfant avec sa capacité d'autorégulation, en fait, il va reconnaître, il va savoir lui, quand il a faim, quand il a plus faim. Et il y a des jours, comme pour nous, où il va manger un petit peu plus et d'autres moins. Après, évidemment, comme je l'ai dit, du coup, au début, il va falloir surveiller la courbe de poids, bien évidemment. Et du coup, justement, j'avais une question par rapport à ça, et là, tu réévoques la courbe de poids. Est-ce que c'est le seul critère pour les parents? Parce que je sais pas, tu vois, je prends un exemple d'un enfant qui pourrait avoir, je sais pas moi, 2 ans et demi, 3 ans. On va Enfin, si l'enfant n'est pas malade, on va pas aller, tous les mois chez le médecin, ou pour aller juste prendre la courbe, enfin, pour aller juste le peser. Donc est-ce qu'on doit forcément le faire, chez soi, peser son enfant très, très régulièrement et faire soi-même la courbe de poids pour vérifier que tout va bien? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères à observer? Est-ce que je sais pas moi, l'enfant, est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il paraît plein de vie? Est-ce que ça, ce sont des critères suffisants pour savoir ce qui se passe pour lui d'un point de vue alimentation? Alors, pour le coup, moi, ce que je conseillerais de faire, c'est effectivement d'avoir quand même un suivi régulier. Alors, effectivement, si c'est une pesée une fois par mois et que les parents se sentent en capacité de le noter dans le carnet, de santé, même nous, en tant que diététicien, on l'apprécie dans le sens où, ça va nous donner un bon indicateur. Après, effectivement, un enfant qui est plein de vie, qui est en bonne santé, qui se sent bien, on va pas forcément se questionner là-dessus. Par contre, effectivement, c'est des indicateurs qui, pour nous, restent quand même assez importants et qui peuvent donner des indications, voilà. Mmh. Hem Parfois, c'est une question qu'on entend, j'ai fait un podcast récemment là avec une consultante IBCLC, pour Ouais. l'allaitement, et ça faisait partie, des questions qui sont souvent posées, quand les enfants ils sont allaités tout petits, et on dit toujours: «Non mais de toute façon ils vont pas se laisser mourir de faim». Donc voilà, il faut écouter, l'enfant et proposer le sein quand il en a envie, et cetera. Mais c'est une question qu'on se pose finalement à peu près à tout âge, que l'enfant soit allaité ou pas, même par rapport à la nourriture, du coup, la diversification alimentaire, est-ce qu'on peut lui proposer pendant les repas? Est-ce que réellement, on peut dire: «Un enfant, il se laissera pas mourir de faim, s'il a faim, il mangera», ou est-ce que, à nouveau, c'est plus subtil que ça, et il faut quand même avoir quelques points de vigilance, et si c'est le cas, lesquels sont-ils? Alors effectivement, ça c'est une, phrase qu'on peut entendre assez souvent donc c'est bien que tu la cites, je pense au sein de ce podcast. Hem, si effectivement il y a des problématiques, effectivement même des problématiques de santé, tu cites l'allaitement, mais il peut y avoir des problématiques, physiologiques, pour l'enfant, qui retrouve des difficultés au niveau de la succion et cetera, qui peuvent justement engendrer, un manque de prise de poids, dû à un manque, d'allaitement ou de prise du biberon, par exemple. Ça va être pareil pour les enfants un petit peu plus grands. Moi, je l'entends souvent, à cette période-là, quand on peut
parfois rencontrer des troubles alimentaires pédiatriques, euh, on peut entendre cette phrase. Les personnes qui ne sont pas forcément en capacité de les reconnaître peuvent effectivement entendre au sein de la famille, oui, non mais t'inquiète pas, il se laissera pas mourir de faim. Mais en fait, si, les enfants qui ressentent, enfin, si, je souhaite pas du tout alarmer, au contraire, c'est vraiment juste de la prévention. Un enfant qui refuse catégoriquement de manger, qui rencontre des difficultés, à ce moment-là, il va falloir s'alerter et consulter pour demander des conseils finalement avisés qui soient adaptés à l'enfant, à sa situation, médicale ou non. Et en fait, effectivement, il y a des difficultés qui vont engendrer des, des problématiques pour l'enfant, mais que ça peut être physique, notamment les troubles alimentaires pour les plus grands. Voilà, s'il y a des textures qui sont absolument pas OK pour l'instant, il va falloir effectivement engendrer un travail avec des professionnels de santé qui pourront l'accompagner à appréhender au mieux certaines textures, certains aliments, et justement le pouvoir l'aider dans son évolution par rapport à son alimentation. Alors, faut pas, comme je le disais, on ne s'alarme pas. Je ne veux pas faire peur en fait à travers cette phrase, mais par contre, c'est important. Donc, je suis contente que tu la cites. Important de faire de la prévention par rapport à ça, en effet. Mmh. Quels seraient les signes, Célia, que notre enfant mange trop? Qu'est-ce qui pourrait alerter en se disant: «Ouh là!» À part, j'entends bien la courbe de poids, je vais te poser la même chose pour, les signes que l'enfant ne mange pas assez. Mais, à part la courbe de poids, est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que vraiment pour toi, il y a que la courbe de poids qui peut être le baromètre finalement? Manger, bah, du coup, lorsque l'enfant n'a pas faim, par ennui, par stress, pour des raisons peut-être un peu plus émotionnelles, et dans ces cas-là, il y a aussi la psychologie qui joue beaucoup. Alors, il peut y avoir des grignotages, manger en portions qui soient pas forcément adaptées à ses besoins, et justement le manque d'écoute au niveau des sensations alimentaires. Alors effectivement, ça peut être de nombreux signes. euh, Et justement, donc la psychologie va jouer beaucoup. Si on a une alimentation qui, de par le stress, l'ennui, la tristesse ou la frustration, va être émotionnelle, ben l'enfant, il va peut-être se sentir coupable, il va avoir honte, des choses comme ça. Et en fait, un suivi et l'intervention des professionnels de santé vont pouvoir justement aider à déceler un petit peu tout ça. Et est-ce que les mêmes causes peuvent justement avoir des conséquences opposées? Est-ce que aussi l'émotionnel peut se traduire par le fait de peu manger? Tu sais, quand nous, en tant qu'adultes, on peut des fois dire: «J'ai l'estomac noué, j'ai pas faim», parce qu'on peut être tracassé par quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a un peu les 2 côtés. Il peut y avoir, l'alimentation un peu doudou, justement qui compense quelque chose, mais il peut y avoir aussi l'absence d'alimentation lorsque on se sent très tracassé. Est-ce que ça existe aussi chez l'enfant? Et oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est un petit peu délicat dans les sujets qu'on aborde, et notamment celui qu'on aborde aujourd'hui, parce que, comme je disais en début de podcast, il y a beaucoup de psychologie. Alors, effectivement, moi, je suis pas diététicienne spécialisée en troubles de l'alimentation. Par contre, il y a des diététiciennes qui sont spécialisées dans ces problématiques et qui pourront justement accompagner les parents. Donc ça peut être intéressant pour eux. Par contre, effectivement, nous, on est alertés, on, on va savoir effectivement, même en tant qu'adulte, effectivement, il y a des signaux qui vont nous faire je sais pas comment expliquer. Ça va être une certaine ambivalence. Il y a des signes qui vont pouvoir évoquer un comportement de stress, mais de par un manque d'alimentation, une trop grande alimentation, en quantité je parle. Et en fait, c'est ça aussi qui va être compliqué. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'être accompagné, de suivre, d'être alerté aussi par certaines modifications de comportement par rapport à l'alimentation de son enfant. En fait, quand on se pose des questions, le mieux à faire, c'est effectivement d'aller chercher la réponse. Alors, on peut en parler avec l'enfant s'il est en capacité de le faire. Par contre, effectivement, pour moi, un accompagnement est quand même nécessaire dans le cadre d'un enfant qui
pour le parent mange un peu trop, mange pas assez, rien que pour de la réassurance, je pense que ça peut jouer et être important. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de questions qu'on peut se poser en tant que parent lorsque alors on parlait du jeu à table, dans le précédent, podcast pour justement que les repas se passent bien et c'est vrai qu'à un certain âge, les repas peuvent devenir un petit peu difficiles, où l'enfant il dit non à tout et on a l'impression qu'il veut plus rien manger du tout à part, parfois le dessert. Hem, Comment ça se passe lorsque justement on a l'impression que l'enfant il dit non à tout et que finalement, il mange, 3 fois rien, mais un petit peu dans l'opposition? Est-ce que, bah, du coup ça doit inquiéter le parent de se dire, bah, là vraiment il mange rien du tout, c'est pas OK? Ou alors, bah, tant pis, c'est juste une phase et puis, bah, si si, voilà, si on arrive à trouver justement comment, mieux, intégrer le jeu à table, que les choses se passent mieux, qu'on arrive à rendre ça attractif pour l'enfant, bah, ça va repartir. Finalement, quelle est un petit peu la limite? Parce que j'imagine que l'écueil dans lequel faut pas tomber, c'est, quand l'enfant il dit non à tout, c'est uniquement le nourrir de ce que lui il veut, peut-être uniquement ce c'est enfin, 5 yaourts en fin de repas. Je sais pas, je dis n'importe quoi au hasard, c'est un peu caricatural, mais, hem juste pour se dire: «Bah, au moins il aura mangé ça». Tu vois ce que je veux dire? Juste pour se dire: «Bah, je peux pas le faire sortir de table avec le ventre vide». Ou alors, est-ce que finalement il y a pas à un moment donné une sorte d'enjeu du non, quand l'enfant il arrive vers 2 ans, vers 2 ans et demi et que ça c'est aussi à gérer par rapport à cette quantité du repas? Alors oui, je vois très bien ce que tu veux dire et c'est ce qui est, hyper intéressant. C'est pour ça mes réponses, j'ai envie de partir un peu partout. C'est dur de se concentrer sur une seule réponse. Il y a plein de choses qui vont se jouer là-dedans. Hem, Effectivement, il y a une période du non, notamment par rapport à la néophobie alimentaire. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, qu'il ne faut pas confondre avec les troubles alimentaires. Alors, j'approfondirai pas forcément les troubles alimentaires aujourd'hui. Par contre, c'est ce qu'il faut reconnaître au final dans la néophobie pour éviter, comme tu le dis, de tomber, dans la difficulté lors des repas. Alors la néophobie alimentaire, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une phase, qui est normale en fait au niveau du développement de l'enfant. Elle va se caractériser en fait par une réticence, des aliments nouveaux ou, parfois inconnus. C'est un comportement, qui est courant chez les enfants et c'est un peu considéré comme une réponse instinctive, qui va les protéger, potentiellement à un moment donné des aliments, qui soient dangereux. Donc en fait, ça va être vraiment une période de découverte. Faut savoir qu'un aliment, il peut être présenté jusqu'à, 10 fois avant qu'il soit accepté à un enfant et c'est OK. Par contre, effectivement, on essaye de lui présenter sous différentes formes, de lui présenter souvent et même s'il ne le mange pas tout de suite, comme tu le dis, il y a d'autres aliments qui vont compléter le repas autour. Alors, la néophobie, c'est entre 2 et 6 ans, généralement, et elle atteint en fait son pic entre 2 et 4 ans et ça va diminuer en fait, avec l'âge et la progression lors des repas. Effectivement, si ça commence à trop perdurer ou qu'on voit que l'enfant, même sur le coup, a trop de difficultés, dans ces cas-là, il faut s'inquiéter un petit peu et dans ces cas-là, on dépasse le stade de néophobie, hem, pour, justement, peut-être identifier certains troubles. Alors attention, c'est pas automatique, c'est bien pour ça que j'insiste sur la prévention, pour consulter et justement se rassurer par rapport à ça et d'accompagner son enfant au mieux. Donc pour l'instant, ce qui va caractériser un petit peu la période du non, ça va être les refus, alimentaires. Il a pas envie de goûter, des choses, qu'il a, parfois goûté auparavant. Il va préférer des aliments qui sont un petit peu plus familiers et il va être un peu plus sélectif. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que la nuance est mince. Alors effectivement, ça va jouer un petit peu sur le développement sensoriel, ça va évoluer avec le temps et notamment avec l'environnement, familial. C'est vrai que si vous avez par exemple, enfin je dis vous, mais c'est parce que je m'adresse peut-être aux parents en même temps, mais lorsqu'on on étudie un petit peu les moments à table, les parents qui ont tendance à manger un petit peu de tout, qui montrent à l'enfant, qui verbalisent aussi, ça on l'a abordé notamment lors du jeu à table. Lorsqu'on verbalise, en fait, on donne envie aussi à l'enfant, on lui montre l'exemple. Hem,
Justement, on va essayer de créer en fait un environnement qui soit positif, des modèles alimentaires qui le soient également, en montrant finalement une attitude qui soit enjouée, même par rapport aux nouveaux aliments. Alors, comme tu le dis, effectivement, il y a d'autres sources du repas qui vont pouvoir combler les besoins de l'enfant et on va justement essayer de lui offrir un maximum de choix. Alors, effectivement, ça va être comme un adulte, effectivement, l'enfant a ses goûts aussi. C'est bien de goûter, par contre, il faut effectivement éviter la pression. Ça, peut-être qu'on pourra en parler un petit peu, c'est éviter vraiment toute situation qui soit trop conflictuelle à forcer l'enfant à manger des aliments qu'il refuse catégoriquement. En fait, ça va plus créer des problématiques finalement que du positif. Et comment ça se passe du coup par rapport aux fratries? C'est une question qu'on s'était déjà posée dans le précédent épisode d'ailleurs, parce que ce sont des situations qui se présentent régulièrement dans les familles. Si on a justement un aîné ou alors un plus petit, ça dépend comment ça tombe, qui mange vraiment beaucoup, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le petit frère ou la petite sœur mange de la même façon? Est-ce que ça peut pas créer des tracas pour les parents si justement il y en a un qui mange beaucoup, l'autre qui mange pas du tout, ou inversement? Finalement, quel repère on peut avoir dans une famille? Eh ben, ça c'est une question intéressante parce que ça c'est ma petite phrase, chaque enfant est unique. Et ça aussi, il faut bien l'intégrer, c'est pas parce qu'on va avoir un premier enfant qui va beaucoup manger, qui va manger tout de suite, tous les aliments qu'on lui propose, que le petit frère ou la petite sœur va pour autant manger les mêmes quantités, au même rythme, à la même période. C'est un petit peu comme l'acquisition de toutes les capacités sensorimotrices. En fait, chaque enfant est différent et unique, et en fait, il va avancer à son rythme. Pour l'alimentation, ça va être pareil. Ses besoins, ils vont forcément s'adapter à lui, à ses ressentis. Et c'est, je pense, la capacité d'observance des parents qui va pouvoir les aider au mieux pour justement ne pas forcément trop comparer. Et puis en plus, ça me fait penser à quelque chose, justement le fait d'observer, là ce que tu es en train de dire, ça me fait penser aussi à observer peut-être, ce que l'enfant mange. Je veux dire par là, ce qu'on lui met dans son assiette et ce qu'il va pouvoir manger parce que j'imagine qu'il y a pas qu'une question de quantité. Quand on dit, si l'enfant mange trop ou pas, c'est vrai que ça renvoie souvent à une question de quantité, mais la qualité nutritionnelle des produits qu'on lui propose et que lui mange va aussi bien sûr faire la différence. Je te donne un exemple peut-être pour expliciter ma pensée, mais c'est sûr que si on donne, je sais pas moi, une belle assiette de concombre à son enfant, finalement le concombre c'est très intéressant, mais c'est quand même, beaucoup d'eau. Alors que si on lui donne, un petit peu, je sais pas moi, de purée de patates douces qui va être beaucoup plus dense, pour peu qu'on mette, voilà de l'huile dedans et cetera, finalement la quantité, pourrait être perçue différemment, sauf que nutritionnellement parlant, l'enfant avec sa patate douce va recevoir plus et donc j'imagine qu'il faut aussi avoir une observation et un regard un petit peu affûté par rapport à ce que l'enfant va manger ou pas? Alors oui, effectivement, la composition des repas va être hyper important. C'est aussi pour ça qu'on insiste sur un bon équilibre alimentaire. On va essayer de lui proposer des assiettes qui soient complètes pour qu'il puisse justement honorer tous ses besoins. Alors, comme tu le dis, effectivement, chaque assiette a ses caractéristiques et et c'est ce qui va pouvoir aussi aider l'enfant à pouvoir sélectionner. Le repas complet va pouvoir lui offrir l'opportunité de combler la plupart, enfin la totalité de ses besoins. Auquel cas ce n'est pas fait, dans le sens où si un enfant ne mange pas assez, malgré, comme tu dis, qu'on puisse lui proposer des assiettes hyper complètes, patates douces, protéines, légumes avec justement les féculents. En fait, même si les repas sont complets et que l'enfant ne mange quand même pas assez en quantité, et c'est là aussi que la corrélation est un petit peu mince, ça va pas forcément pouvoir combler ses besoins. Alors pour l'accompagnement des parents, justement des petits mangeurs par exemple,
On essaye de s'adapter au mieux aux besoins de l'enfant et si besoin, d'enrichir l'alimentation, de pouvoir compléter, comme tu le dis, des petites purées avec de l'huile notamment. Des choses qui soient un petit peu plus caloriques et qui vont pouvoir, sur une petite quantité, si l'enfant n'est pas en capacité de manger beaucoup, de pouvoir combler un maximum de ses besoins. Je sais pas si c'était la réponse attendue. Oui, 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 tout à fait. Enfin, en tout cas, c'était ce à quoi je pensais, bien sûr, de pouvoir vraiment aussi, ne pas voir que la quantité visuelle de ce qu'il y a dans l'assiette, mais de prendre cette densité nutritionnelle des aliments qui, qui, je pense, peut aussi changer la donne, effectivement. Et du coup, ça me fait émerger une autre question, Célia, c'est la question des saisons. Parce que c'est vrai que, même en tant qu'adulte, on entend souvent le fait qu'en hiver, on va peut-être manger un peu plus, en été moins, on a moins faim, on va prendre des choses qui sont justement plus de l'ordre des salades. Alors c'est un petit peu caricatural là ce que je dis, mais tu vois dans l'idée, on a des fois moins faim quand il fait chaud et c'est vrai que les habitudes alimentaires de l'adulte ne sont pas forcément les mêmes en fonction des saisons, de la température, et cetera. Est-ce que c'est vrai aussi chez l'enfant? Alors, effectivement, ça peut avoir un lien. En hiver, on va avoir généralement une augmentation de l'appétit. Alors ça s'explique par, plein de phénomènes, physiologiques et en fait, hem, notamment les aliments, pour l'exposition au froid. En fait, le corps a besoin pour, justement régler sa température, sa thermorégulation, va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour maintenir, en fait, la température corporelle stable dans des conditions, du coup, qui soient adaptées. Et en fait, ça va parfois, augmenter, la sensation de faim et notamment, on va manger, des repas qui soient un petit peu plus caloriques. Et c'est valable aussi chez les enfants de toute façon. C'est vraiment des phénomènes qui soient physiologiques pour l'humain. On va manger généralement, des plats mijotés, des petits ragoûts, des plats chauds en fait. Hem et justement, l'été, à contrario, on va avoir besoin d'un peu plus de fraîcheur et de par fraîcheur, quand tu parles des salades, crudités et cetera, bien que attention, forcément à l'âge, la texture et cetera, mais on va forcément être orienté, par des aliments qui sont un petit peu plus riches en eau. En été, voilà, on a besoin de forcément un petit peu plus d'eau, il fait chaud, on transpire, on fait de l'activité physique, on sort dehors et cetera et en fait, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des aliments dans l'assiette qui soient frais et plus hydratants. Donc en fait, c'est vraiment un cycle des saisons, alimentaires auquel, je crois profondément et auquel effectivement, l'enfant, va pouvoir s'adapter. Alors bien sûr, je le redis, mais on fait attention à ses sensations alimentaires, voilà. On ne force pas un enfant non plus à manger. Et justement, pour rebondir sur ça, et c'était la dernière question là que j'avais en tête, Célia, c'était pour un enfant qui serait un peu malade, tu vois, qui attrape un petit virus, en hiver ou pas d'ailleurs finalement, et qui a pas faim du tout pendant 1 ou 2 journées, pour l'avoir moi-même souvent vécu avec mes enfants, tu vois, soit il rentre de l'école, soit pour le plus petit, il a pas faim en fait. Non, je veux aller me coucher, je suis fatiguée. Pas manger et puis ça peut durer comme ça sur 2 ou 3 repas et puis après il compense, il va mieux, il est en pleine forme. Est-ce que, c'est quelque chose que tu vois souvent? Parce que là, c'est vraiment pas, moi, c'est juste ma petite expérience personnelle, mais qui m'inspire cette question-là. Mais est-ce que ce sont des choses que tu vois souvent, qui sont OK, sur lesquelles il faut pas s'inquiéter? Ou alors il faut garder quand même une petite vigilance par rapport à ça? Alors forcément, il faudra rester un petit peu vigilant. Par contre, effectivement, l'équilibre nutritionnel de l'enfant va se faire sur la semaine. Alors, tout dépend des conditions aussi physiques. Alors attention, moi je ne suis pas médecin, mais je dirais qu'il faut toujours y jeter un œil, surtout si l'enfant a de la température, des choses comme ça. Je pense qu'il faut quand même rester quand même très vigilant, malgré Oui, tout. moi, Célia, je vais préciser le cadre de ma question parce que l'idée, c'est pas de mettre les parents en porte-à-faux, Oui, bien bien évidemment. sûr. Mais c'était juste, tu vois, l'enfant qui rentre, qui tousse un peu, qui a le nez pris, tu sais, un petit peu comme c'est le cas pour nous en tant qu'adultes, quand on est vraiment très congestionné, des fois on n'a pas faim, on a juste envie de se reposer. Et c'est vrai que les enfants, comme tu le disais au début de cet épisode, ils sont quand même vraiment très connectés à leurs sensations corporelles. Et s'ils se sentent encombrés et fatigués, ils vont juste dire: «J'ai pas faim, en fait, je veux aller me coucher».
coucher. Et c'est vrai que le lendemain, en principe, ils vont beaucoup mieux. Et donc, c'était vraiment dans ce cadre-là. Hein. C'était pas dans le cadre d'un enfant qui est très malade, qui a beaucoup de fièvre, qui doit aller chez le médecin. Ou tu vois, c'était quelque chose de plus simple, en tout cas. Oui, pardon, c'est vrai que du coup, je pense quand même à le préciser, au cas où. Tu as Mais raison. effectivement que si c'est juste, un petit rhume de passage, alors nous, les conseils, nutritionnels qu'on va avoir, alors on va le laisser se reposer. Par contre, on va essayer d'offrir des plus petites quantités un peu plus souvent. Heu, Effectivement, si c'est une soirée où l'enfant n'a pas faim, alors oui, l'équilibre, va se faire sur la semaine sans souci. Par contre, effectivement, si ça dure 2-3 jours, on va, comme je le disais, offrir des petites quantités un peu plus souvent et choisir des aliments qui soient peut-être un petit peu plus faciles à manger. Des soupes, des yaourts, des compotes enrichies. On va essayer un petit peu de combler un petit peu tous ces manques-là et assurer, forcément l'hydratation qui soit adéquate et adaptée. Alors, comme tu le dis, et c'est ce qu'on disait finalement au début de ce podcast, les enfants sont hyper connectés à leurs sensations, ils ont une très bonne capacité d'autorégulation. Donc effectivement, même quand ils sont malades, on va essayer, comme pour tous les repas en fait, c'est d'encourager mais pas forcer. Voilà, si je peux donner 2-3 petits conseils, ce serait cela. J'ai jamais été confrontée justement à cette question, donc c'est très intéressant. Je te remercie, Célia. Je pense qu'on va arriver là tout doucement à la fin de notre échange. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y avait d'autres éléments en lien avec ce sujet qui te paraissent importants à éclairer là pour les parents qui nous écoutent? Alors j'ai pas forcément de sujet ou de questions que j'ai pu recevoir auxquelles je peux répondre aujourd'hui. Par contre, oui, moi, ce serait ça, c'est qu'en fait, au moindre doute, n'hésitez pas à consulter, un professionnel de santé. Je pense qu'on le répétera jamais assez et même si c'est pour de la réassurance, ça fait toujours du bien, je pense, en tant que parent, de recevoir, un simple message, qui vous dit, «Vous faites les choses très bien». Et en fait, c'est souvent ce que je rencontre, en consultation pour, justement, des parents qui pourraient croire ou qui voient leur enfant manger un petit peu trop ou pas assez. En fait, c'est que vous faites du mieux que vous pouvez et c'est très bien et ça se passe bien. Et en fait, quand on les accompagne un petit peu sur ce terrain-là, on se rend compte que c'est juste de la réassurance et de reprendre confiance, en soi et en son enfant. Mmh. Merci beaucoup, Célia, pour tous ces conseils. Merci pour ce temps que tu nous as accordé à nouveau sur le podcast aujourd'hui. Et puis, on aura peut-être le plaisir de te retrouver sur un autre podcast pour un autre sujet. Mais en tout cas, là, ça fait quand même, ce sont quand même 2 sujets qui sont vraiment très importants. Et je te remercie d'avoir répondu présente à notre invitation. Parce que c'est vrai que les temps de repas, ils reviennent quand même souvent dans une famille. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se sentir serein et puis d'avoir des bons, on va dire les bons réflexes, ou en tout cas savoir aussi à qui on peut s'adresser, et puis le fait d'avoir du soutien, en tout cas d'en recevoir, et de se sentir bien dans ce rôle de parent autour des repas. Je pense que c'est essentiel et ça répond à beaucoup de questions. Donc merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre accueil, pour ton accueil, cet échange et j'espère que, ces petits podcasts pourront, éclairer, certains parents et dans tous les cas, voilà, je pense que tous les pros de santé, on reste disponible pour eux en cas de besoin et ce sera un plaisir de pouvoir les accompagner. Voilà, merci beaucoup Aurélie. Merci Célia, bonne continuation et à une prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous très bientôt avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe, comme une fée et comme un dodo. Les liens d'accès à l'ensemble du contenu qu'on vous propose est en bas dans la description du podcast. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo ? Alors dites-le nous, sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles. Vous participez ainsi à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Et si vous souhaitez témoigner, vous aussi, tant que parents, professionnels, alors contactez-nous. Merci et à très bientôt sur Allo Fédodo.